Avant le début du défilé, le président français est à l'hôpital militaire de Percy en région parisienne. Nicolas Sarkozy rencontre des soldats blessés en Afghanistan. Dès sa sortie, après presque une heure d'entretien hors caméra, il rend hommage aux 5 militaires français tués hier dans un attentat suicide sur le terrain afghan. Inadmissible selon lui. Ce qui s'est passé est d'autant plus inadmissible que les soldats français étaient dans une assemblée d'un village pour permettre la réconciliation des différentes factions afghanes, pour favoriser les conditions de développement, pour que la vie puisse reprendre. Le calendrier de retrait des troupes françaises d'Afghanistan d'ici à 2014 reste maintenu comme il l'a annoncé lors de sa visite surprise mardi à Kaboul. Mais le président déclare aujourd'hui tenir un conseil de sécurité et de nouvelles mesures. Il y a donc un nouveau contexte et face à ce nouveau contexte, il faut des nouvelles mesures de sécurité pour que l'armée française s'adapte à ce contexte de transition entre maintenant et notre départ. Une meilleure protection du contingent français, c'est l'objectif. Cette année, nul doute, les festivités sont assombries par cet attentat suicide qui a frappé les forces françaises. Depuis le début de l'année, le bilan des militaires tués en Afghanistan s'est aggravé et depuis le début du conflit, 69 soldats français ont péri sur le terrain. La célébration de la fête d'indépendance de la France a été depuis toujours réputée par son animation. C'est d'ailleurs la fête qui a toujours réuni beaucoup de monde. Mais pour cette fois, elle a été marquée par la présence de beaucoup de politiciens de diverses tendances, dont le professeur Zafi Albert et ses partisans, les partisans de Ravalomanane, ceux de l'amiral et bien évidemment les membres du gouvernement malgache et les responsables au niveau des institutions de la transition. C'est aussi la première occasion depuis 2009 que le gouvernement actuel a été invité officiellement lors d'une telle cérémonie et le chef de la diplomatie malgache Yvette Silla a même pris la parole lors de cet événement, une occasion pour elle de dire que les élections sont maintenant les seules priorités du gouvernement. Extrait. Des idées qui sont aussi soutenues par l'ambassadeur français Jean-Marc Chataignier, qui fait appel à toutes les parties prenantes nationales ou internationales à appuyer l'organisation d'élections à Madagascar. Pour ce qui est du discours politique, l'ambassadeur français a insisté sur l'adoption de la feuille de route pour ceux qui n'ont pas encore paraphé. Un cap est aujourd'hui fixé pour la sortie de crise. La feuille de route, la fameuse feuille de route. On a dit beaucoup de choses déjà. La feuille de route négociée par l'ensemble des acteurs politiques malgaches et appuyée par le président Joachim Chissano et la médiation de la SADC. Je sais que cette feuille de route n'est pas parfaite. Elle a déjà été amplement débattue par les parties prenantes. Elle a été encore amendée par les chefs d'État de la SADC le mois dernier. On peut dire, bien sûr, qu'il y a encore matière à amélioration dans cette feuille de route. C'est peut-être vrai, c'est sans doute vrai. Mais n'oublions jamais que le mieux est souvent l'ennemi du bien. Et que le mouvement aussi peut se trouver et doit se trouver acceptable avec l'organisation d'élections libres, équitables et transparentes. J'engage donc vraiment toutes les parties, il y en a certaines qui sont ici présentes, toutes les parties qui n'ont pas encore paraphé la feuille de route, à le faire, en tenant compte notamment de l'amendement proposé. Bon, je n'ignore pas, je ne suis pas dupe, je n'ignore pas que les élections ne font pas la démocratie. En même temps, je suis certain d'une chose, sans élection, il ne peut pas y avoir de démocratie. La résolution du Conseil de la paix et de sécurité de l'Union africaine, qui est sortie le 12 juillet dernier, n'est pas étonnante, réagit le président du parti MTS et non moins vice-président du Conseil supérieur de la transition, Roland Ratsirac. Selon lui, la sortie de crise ne sera pas pour bientôt, étant donné que les autres mouvances montrent encore de la réticence. Je ne suis pas étonné de la résolution du CPS et de l'Union africaine, puisque j'avais eu donc monsieur le ministre Simao au téléphone, qui me disait que la crise allait être résolue, que la feuille de route amendée allait être adoptée avec l'amendement de l'article 20. Mais moi, je n'y ai pas cru. Et je n'ai pas cru parce que dans mon fort intérieur, j'ai vu qu'il y a un problème de fond entre l'avis du sommet de la SADC et
du secrétaire exécutif de la SADC. Donc comme il y a une contradiction entre la feuille de route initiale et les résolutions de Sandton, cette contradiction donne trop de débats et permet beaucoup d'interprétations et du coup on n'avance pas. Donc on n'avance pas et nous allons proposer une solution pour nous tous la semaine prochaine et j'aimerais bien que votre télévision soit là parce que ça sera un moment fort pour nous de donner notre avis et que ce soit une solution que tout le monde pourra écouter, que tout le monde pourra analyser, mais elle sera très simple et elle sera rapide. Merci. Par ailleurs, une autre résolution, celle du Conseil permanent de la francophonie, a été publiée mardi dernier après une réunion qui a rassemblé les représentants personnels des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OIF. Aussi, la francophonie a confirmé son engagement dans l'accompagnement des pays membres en crise ou en période transitoire vers la résolution de ces impasses. Le CPF s'est déclaré satisfait des évolutions récentes survenues à Madagascar, qui a été suspendu de l'OIF depuis 28 mois. De son côté, Abdou Diouf, secrétaire général de l'OIF, a lancé que des élections doivent se tenir le plus rapidement à Madagascar pour mettre un terme à cette transition. Il a également incité les membres de la communauté internationale à appuyer Madagascar dans ses démarches. Il faut donner au pays les moyens de sortir de cette crise, continue-t-il, avant de souligner que cette crise n'a que trop duré et a aggravé la situation socio-économique de la grande île. En outre, l'OIF a démontré sa volonté d'apporter son aide à la préparation des élections législatives qui devraient se tenir avant la fin de l'année selon leurs souhaits. Le secteur de la téléphonie n'est pas encore saturé à Madagascar comparé à la situation de la téléphonie dans les autres pays du monde. L'on sait que 2 tiers seulement de la grande île sont couverts par le réseau Internet et celui de certains réseaux téléphoniques. 25% de la population locale utilise des téléphones, un taux qui est largement bas comparé à l'utilisation de téléphones mobiles en Afrique, car dans d'autres pays africains, ce taux tourne autour de 60%. Selon les experts en téléphonie issus de l'UIT ou Union internationale de la télécommunication qui sont actuellement en visite dans la grande île, le secteur de la téléphonie malgache est en plein développement ou est encore tout à fait exploitable. Interview. De passage à Madagascar, ces experts de l'UIT ont apporté quelques propositions de solutions à la grande île pour le développement de ces secteurs. Parmi les solutions qu'ils ont avancées, le renforcement des attributions de l'OMERT en tant qu'entité régulatrice jouant un rôle de contrôle des télécommunications. Il s'agit de renforcer l'autorité du régulateur, de lui faire jouer son rôle d'arbitre, mais de bras droit et bras séculier de l'État en matière de réglementation de la politique définie par le gouvernement en matière de TIC. Et dans le même temps, il s'agit de concilier les positions des opérateurs qui doivent travailler tous ensemble pour que le secteur continue à progresser au lieu d'être bloqué avec des statistiques qui doivent s'améliorer à très court terme. Une rencontre des responsables auprès de l'OMERT et de ses experts en télécommunications s'est tenue ce jour. C'était également une occasion pour ces experts étrangers de faire des échanges d'expériences avec les opérateurs malgaches en téléphonie ainsi que les techniciens. Rappelons que l'UIT est une association rattachée à un pays. Elle se charge du développement de la télécommunication et des nouvelles technologies de l'information au sein d'un pays. L'UIT a vu le jour le 17 mai 1895 et son siège se trouve à Genève. Les policiers ne sont plus ce qu'ils sont depuis un certain temps. La population ne leur accorde plus sa confiance. Le directeur général de la police nationale a reconnu cet après-midi lors d'un rassemblement général organisé à Antanmour. Les hauts responsables au sein de la police nationale ont donc décidé de faire un rappel à l'ordre à l'endroit des policiers en service dans la région d'Analamanque. Ils seraient prêts à tout faire pour redorer le blason de la police nationale et reconquérir ainsi la confiance de la population. Des mesures draconiennes vont donc être prises. Des sanctions sévères attendent également ceux qui commettent des erreurs.
La direction de la police nationale suivra de près l'application des mesures qui vont être prises. Ils vont aussi descendre dans les autres régions pour faire le même rappel à l'ordre. Selon toujours le directeur général de la police nationale, certains quartiers de la capitale sont même arrivés à un point où ils ont dû prendre en main la sécurité de leur quartier, justement à cause des erreurs ou du manque de professionnalisme des policiers. Il s'agit d'être du côté de la population, ajoute-t-il dans son explication. De telles situations ne sont pas acceptables. Les policiers doivent assumer pleinement leur fonction, celle de protéger la population. Les recherches se poursuivent dès l'aube, pluvieuse. Les lieux de l'attaque quadrillés à la recherche du moindre indice, car au lendemain du triple attentat de Bombay, toujours pas de revendication. Le groupe islamiste Lashkar-e-Taïba, basé au Pakistan, ou les Moudjahidines indiens, ce sont les deux pistes. De leur côté, les habitants de la capitale se montrent presque fatalistes. Nous sommes habitués aux explosions et aux attaques de militants. Les attaques à la bombe sont devenues monnaie courante dans cette ville. Il n'y a pas de nouveauté pour nous. Toute la nuit, police, services fédéraux étaient en état d'alerte. Checkpoint, contrôle d'identité, fouille de véhicules à Bombay, mais aussi à New Delhi et ailleurs dans le pays. En 2008, plusieurs attentats avaient frappé la capitale économique et les explosions s'étaient succédées pendant 3 jours. Cette fois, pour le ministre de l'Intérieur, pas question que cela se reproduise. Toute la ville de Bombay est en alerte maximale. J'appelle les habitants de Bombay et de tout le pays à rester calmes et à maintenir la paix. Mercredi, en début de soirée, 3 explosions retentissaient dans la capitale économique indienne. 3 attentats quasi simultanés, 2 dans le sud de la ville, le 3e plus au nord. Et à chaque fois, il y avait beaucoup de monde. Un bilan révisé fait état de 17 morts au moins et de 130 blessés.